bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Violents accrochages à Tali Ejdideh entre des partisans du Hezbollah et des éléments armés. 3 personnes ont été arrêtées après le déploiement des forces de sécurité et des chars de l'armée. Cérémonie chargée d'émotion à la résidence des Pins pour marquer le 30e anniversaire de l'attentat du Drakkar à Beyrouth. 58 parachutistes français avaient été tués dans l'explosion de leur poste. C'était le 23 octobre 1983. Nucléaire iranien, reprise des négociations à Genève entre Téhéran et le groupe des 6 grandes puissances. Une reprise sur fond d'apaisement diplomatique entre les deux parties. Et à suivre également dans ce journal, après 2 semaines de shutdown aux États-Unis, démocrates et républicains se disent optimistes. Le pays pourrait être en défaut de paiement, faute d'accord sur un relèvement du plafond de la tête avant jeudi. La tension est montée d'un cran ce matin à Tali Ejdideh, un quartier de Beyrouth. Une dispute personnelle aurait dégénéré en échange de tirs. Mais selon différents médias, l'affaire impliquerait un clan proche du Hezbollah et des éléments armés non identifiés. Des chars de l'armée libanaise ont rapidement été dépêchés sur les lieux pour ramener le calme, mais les affrontements et les échanges de tirs se sont poursuivis dans le secteur jusqu'à la mi-journée. 3 personnes ont été arrêtées. Le pays est de plus en plus fragilisé par la crise syrienne. Les disputes entre quartiers rivaux ainsi que les incidents sécuritaires sont fréquents dans les zones à tension, parmi lesquelles Tali Ejdideh, mais également la capitale du Liban Nord, Tripoli. L'armée a annoncé que la voiture piégée découverte hier dans le quartier de Marmoura, dans la banlieue sud de Beyrouth, contenait 50 kg d'explosifs. Le véhicule serait passé par plusieurs propriétaires et l'enquête se poursuit pour identifier les personnes derrière cette tentative d'attentat. Ces derniers mois, 2 voitures piégées ont déjà explosé dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. L'attentat le plus meurtrier a eu lieu le 15 août dernier quand l'explosion d'une voiture piégée dans le quartier de l'Ouest a fait des dizaines de morts. C'est une cérémonie chargée d'émotion qui a eu lieu hier à la résidence des Pins pour marquer le 30e anniversaire de l'attentat du Drakkar à Beyrouth. Le 23 octobre 1983, 58 parachutistes français de la force multinationale de sécurité sont tués quand un camion piégé explose devant leur poste. Le ministre français délégué aux anciens combattants, Kader Arif, a fait le déplacement pour l'occasion. Militaires, diplomates et représentants de l'État libanais étaient également présents sur la place d'armes de l'ambassade pour ce vibrant hommage, mais surtout 2 rescapés de l'attentat et des proches des victimes. Les noms des 58 soldats ont été lus l'un après l'autre. Une gerbe a ensuite été déposée à la mémoire des chasseurs parachutistes. Kader Arif a rappelé avec émotion que ces militaires étaient venus au Liban il y a 30 ans pour défendre la paix. Il y a 30 ans, ici même, à Beyrouth, là où j'étais venu défendre la paix, 58 de nos soldats ont trouvé la mort et 5 civils. Une émotion portée par votre présence, rescapés, parents, amis et compagnons d'armes de 58 parachutistes dont le destin fut brisé à jamais. Je sais que plusieurs d'entre vous reviennent au Liban pour la première fois, malgré l'instabilité de la région, malgré la fatigue du voyage, malgré l'émotion, malgré la douleur que peut susciter un tel événement. Vous avez fait le choix d'être là. Sachez qu'au-delà de l'émotion, c'est un honneur pour moi d'être auprès de vous à cette occasion. Hommage à ces 58 soldats, à vos fils, à vos frères, à ces hommes qui étaient la fierté et la réussite de la famille, souvent issus de familles modestes. Cette fierté ne doit en rien s'estomper, car désormais c'est la nation tout entière qui salue leur courage et leur sacrifice. Et comme le dit ce chant magnifique qui leur rend hommage et qui est encore régulièrement chanté par nos soldats, j'ouvre les guillemets, la France pleure ses enfants tombés là-bas au Levant. Nous garderons leurs souvenirs comme eux nous voulons bien servir. Drakkar, j'étais adolescent. Mais ce mot résonne encore dans nos têtes et frappe telle une bombe nos cœurs, nos âmes et nos mémoires. Le 23 octobre 1983, il y a presque 30 ans, près de 300 hommes trouvent la mort sur cette terre où ils étaient venus reconquérir la paix. À 6h17 du matin,
le quartier général des Marines américains situé près de l'aéroport est pulvérisé par une explosion qui fait 241 morts. 7 minutes plus tard, à 6h24, l'immeuble Drakkar est entièrement détruit par une autre explosion. 55 parachutistes du 1er RCP et 3 parachutistes du 9e RCP sont tués. Et je n'oublie pas, et je ne souhaite pas qu'on les oublie, les 5 Libanais de la famille du concierge de l'immeuble morts ce jour-là. 15 blessés échappent de peu à la mort. Ils vivront, ceux qui sont parmi nous en témoignent, avec le souvenir d'un drame effroyable, de ceux qui blessent à jamais les esprits et font pleurer les âmes. J'étais là à Drakkar, pas dans Drakkar, sinon je ne serais pas là pour parler, mais j'étais en patrouille pas très loin de Drakkar, effectivement, au moment où l'incident est arrivé, et je me souviens encore très bien de la détonation, et bon, c'est pas un souvenir très agréable. Et quelle est la réaction? Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez ressenti justement au moment même où vous avez entendu la nouvelle? Vous savez, au moment où c'est arrivé, on s'est demandé en fait qu'est-ce qu'il arrivait. On a entendu une énorme explosion, puis quelques minutes après une deuxième explosion, et on n'était pas à côté du poste. Par conséquent, on ne savait pas. Et c'est seulement dans la matinée qu'on a appris que c'était le poste américain et le poste français qui avaient sauté. Mais sur le moment même, c'était impossible de savoir qu'est-ce qui se passait, à moins d'être dans Drakkar, ce qui n'était pas mon cas, heureusement d'ailleurs. Le ministre français a par la suite tenu un point de presse à l'ambassade, l'occasion de rappeler que la France reste et souhaite rester un partenaire de premier plan pour le Liban dans la mobilisation de la communauté internationale pour assurer la stabilité politique du pays. On dit que la mémoire est l'histoire du présent. Et pour moi, ce ne sont pas des mots qui n'ont pas de sens, quoi. C'est quelque chose d'important, au-delà de la fonction qui est la mienne, mais important pour le président de la République, important pour le gouvernement, important pour ses représentants. On évoquait avec monsieur l'ambassadeur ici à Beyrouth. C'est un moment aussi de partage collectif, d'une mémoire collective. On appartient à une nation commune quand on est dans une mémoire collective, aussi douloureuse soit-elle. Et c'est une mémoire douloureuse. Et c'est ce lien aussi un peu singulier, particulier, en même temps très fort, qui unit la France et le Liban. À la demande du président de la République, j'ai eu l'occasion de rencontrer le chef d'état-major des armées, puis monsieur le président, réaffirmer ce qui était pour la France, la nécessité de garder ce lien entre nos deux pays. Et de dire que la France serait toujours aux côtés du Liban. Le choix qu'a opéré le président de la République, réaffirmé par monsieur le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, lors de rencontres ici et aussi sur la scène internationale ou en France, c'est de dire que la France avait fait le choix de considérer qu'il fallait qu'il y ait une pression et des options qui soient ouvertes sur le plan militaire, mais que dans les discussions qui ont eu lieu, privilégier une option, une solution politique qui était pour nous aussi majeure, mais que c'était en ayant, j'allais dire, ces deux pieds, ces deux assises qu'on pouvait faire avancer les choses. Donc il y a une évolution aujourd'hui qui est en cours, qui est engagée, une résolution qui a été prise au niveau des Nations Unies, démantèlement de l'arsenal chimique est en train de s'opérer. Nous discutons avec nos alliés, les pays concernés dans cette zone, et nous sommes engagés dans ce processus à l'échelle internationale, et je crois que c'est la seule chose que je peux vous exprimer là-dessus. Quant au risque, il y a toujours des risques, forcément toujours des risques, bien entendu, mais on verra comment on ne peut jamais préjuger de rien. Voilà, donc ne pas générer de l'inquiétude pour l'inquiétude. Dans un instant, nous ferons le point sur le premier jour de Eid el-Adha dans le monde musulman, un jour de fête ensanglanté dans certains pays. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Le monde musulman célèbre Eid el-Adha, la fête du sacrifice, ce mardi. Pour l'occasion, les fidèles offrent un animal, souvent un mouton, en sacrifice pour commémorer le sacrifice d'Abraham, prêt à offrir son fils à Dieu. Les célébrations marquent la fin du pèlerinage à la Mecque. Dans le camp de Zaatari en Jordanie, les réfugiés ont prié pour une fin rapide de la guerre civile en Syrie.
Nombre d'entre eux espèrent pouvoir célébrer la prochaine Eid dans leur pays. Pas question pour autant d'en oublier la tradition qui veut que les enfants reçoivent des jouets et des friandises. Jour de fête aussi en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde. En Irak, un attentat ensanglante la fête de Eid el-Adha. Une bombe a explosé en début de matinée devant une mosquée de Kirkouk dans le nord, alors que les fidèles sortaient de la prière. Bilan, une dizaine de morts et autant de blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle intervient dans un contexte d'intensification des violences entre les communautés sunnites et chiites, des violences qui ont fait plus de 5000 morts depuis le début de l'année. L'affrontement interconfessionnel s'est accentué avec la guerre en Syrie voisine, notamment dans la région du Kurdistan, dans le nord de l'Irak. Et puis un jour de fête également sanglant en Afghanistan, le gouverneur de la province du Logar a été tué dans une mosquée après la prière marquant le début de l'Aïd. L'explosion a été provoquée par une bombe cachée dans un microphone. Au moins 18 personnes ont été blessées. La sécurité s'est détériorée dans le Logar ces dernières années. Les insurgés sont parvenus à s'implanter dans certains districts de cette province voisine de Kaboul, malgré la présence des forces de sécurité afghanes, de soldats américains et de milices locales anti-talibans. Le groupe des 6 grandes puissances et l'Iran ont repris ce mardi leurs négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. Les discussions se déroulent durant 2 jours à Genève, en Suisse, sous l'autorité de Catherine Ashton, chef de la diplomatie de l'Union européenne. L'arrivée à la présidence iranienne du modéré Hassan Rouhani a favorisé un certain dégel diplomatique. Il semble décidé à rompre l'isolement diplomatique de la République islamique. Les Américains, eux, se disent prêts à un allègement rapide des sanctions en cas d'accord, même si les négociateurs ne se font guère d'illusions. L'Occident soupçonne l'Iran de chercher à se doter de l'arme atomique. Téhéran assure que son programme n'a que des visées pacifiques. 73 morts au moins et de nombreux blessés, c'est le dernier bilan du violent séisme qui a frappé les Philippines ce matin. La secousse de magnitude 7,1 a endeuillé les îles très touristiques de Bohol, Cebu et Siquijor au centre de l'archipel, une région à forte densité de population. Le tremblement de terre a été suivi d'au moins 4 répliques d'une magnitude supérieure à 5. Son épicentre a été localisé sous l'île de Bohol par 20 km de profondeur. Aucune alerte au tsunami n'a cependant été émise. La première secousse s'est produite à 8h12, heure locale, alors que les marchés étaient très fréquentés. Les dégâts matériels sont importants. Des immeubles, des églises, une université et des routes ont été endommagés. Le bilan risque encore de s'alourdir au fil des opérations de déblaiement. Les séismes sont fréquents aux Philippines, situées sur la ceinture de feu du Pacifique, une chaîne de volcans. Abu Anas el-Libi, transféré à New York, ce membre présumé d'Al-Qaïda doit être présenté ce mardi devant un juge. Il figurait sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, qui offrait jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation ou à sa condamnation. Al-Libi a été capturé devant chez lui à Tripoli, en Libye, le 5 octobre dernier, par un commando des forces spéciales américaines. Il a ensuite été transféré à bord d'un navire de l'US Navy en Méditerranée pour y être interrogé. Les autorités libyennes ont dénoncé sa capture, estimant qu'il s'agissait d'un enlèvement. Abu Anas el-Libi est soupçonné d'être impliqué dans les attentats contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya en 1998, attentats qui avaient fait 224 morts. La sortie de crise est-elle enfin en vue aux États-Unis alors que le blocage financier des administrations fédérales entre ce mardi dans sa 3e semaine? Démocrates et républicains se disent optimistes, mais le temps presse. Faute d'accord sur un relèvement du plafond de la dette avant jeudi, le pays pourrait être en défaut de paiement. Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Harry Reid, estime qu'un accord raisonnable est possible dans la semaine pour ouvrir les administrations, payer les factures de la nation et entamer des négociations à long terme pour mettre les États-Unis sur des bases budgétaires solides. Barack Obama serait lui aussi sur cette même tonalité s'il a rappelé hier qu'il fallait dépasser au plus vite les préoccupations partisanes. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Violents accrochages à Tahrir Jadid entre des partisans du Hezbollah et des éléments armés. 3 personnes ont été arrêtées après le déploiement des forces de sécurité et des chars de l'armée. Cérémonie chargée d'émotion à la résidence des Pins pour marquer le 30e anniversaire de l'attentat du Drakkar à Beyrouth. 58 parachutistes français avaient été tués dans l'explosion de leur poste. C'était le 23 octobre 1983. Nucléaire iranien, reprise des négociations à Genève entre Téhéran et le groupe des 6 grandes puissances. Une reprise sur fond d'apaisement diplomatique entre les deux parties.
Et après 2 semaines de shutdown aux États-Unis, démocrates et républicains se disent optimistes. Le pays pourrait être en défaut de paiement, faute d'accord sur un relèvement du plafond de la dette avant ce jeudi. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. De ma part et de la part de toute l'équipe à Futur TV, excellente fête de l'Aïd et bonne soirée.